Bonjour Jean-Marie Madeleine, merci beaucoup d'avoir accepté d'être auditionné dans le cadre de la campagne pour la sortie du nucléaire et pour la promotion des énergies renouvelables. Donc pour vous présenter, vous êtes professeur de philosophie, vous êtes militant depuis la fin des années 80 pour le désarmement nucléaire. Vous êtes président fondateur depuis 1996 de l'association Action des citoyens pour le désarmement nucléaire, donc ACDN. Et vous avez fait énormément d'actions dans ce sens-là, et notamment une grève de la faim de 42 jours en 2012 pour alerter François Hollande sur ce sujet. Et votre association est notamment à l'initiative d'une proposition pour un référendum d'initiative partagée, avec une question qui était: voulez-vous que la France négocie et ratifie avec l'ensemble des États concernés un traité d'interdiction et d'élimination complète des armes nucléaires sous un contrôle mutuel et international strict et efficace, qui avait donné lieu à quand même 126 signatures de parlementaires en avril 2017. Donc merci pour cette invitation. Et la première question... Moi qui vous remercie. Oui, de répondre à votre invitation, tout à fait. Et la première question qu'on voulait vous poser, c'était de savoir un peu quels étaient si vous pouviez nous rappeler les dangers de l'armement nucléaire aujourd'hui et quels effets pourraient avoir ces bombes aujourd'hui. Eh bien, il y a eu, plus fort de la guerre froide, disons au milieu des années 80, il y avait environ 70 000 têtes nucléaires. Têtes nucléaires, c'est-à-dire bombes atomiques, si vous préférez. 70 000, et on est descendu à entre 15 et 16 000. 15 et 16 000, mais chacune d'entre elles, en moyenne, est 10 fois plus puissante que celle d'Hiroshima, qui a fait peut-être 150 000 morts, c'est pas exactement le nombre. Et donc, si on multiplie ces bombes par la puissance comparée d'Hiroshima, on arrive à une capacité de destruction de l'humanité, d'anéantissement de l'humanité entre 5 et 10 fois. La France est très modeste dans cette opération puisqu'elle n'a que 300 têtes nucléaires, c'est-à-dire 300 bombes atomiques. Et avec ça, elle peut faire seulement 1 milliard de morts, quoi. Ça, c'est l'appréciation des stratèges. C'est notre stricte suffisance, évidemment, pour notre sécurité. Voilà. Alors, ces bombes, eh bien, elles ont toutes les effets des bombes d'Hiroshima ou de Nagasaki. Comme toutes les bombes atomiques, elles ont d'abord un effet lumineux, aveuglant, même au sens littéral du terme, si on le regarde en face. Elles ont ensuite un effet de souffle, enfin, lumineux et sonore évidemment. Ensuite, un effet de souffle avec des vents, enfin, qui peuvent, une onde de choc qui peut atteindre 1000 km/h ou plus et qui détruit tout sur son passage. Et puis un effet de chaleur qui provoque des incendies évidemment et qui brûle tout. Et puis enfin, il y a l'effet radiologique à court, à moyen, à long terme, qui fait que des gens encore des années plus tard peuvent être victimes de maladies liées à la radioactivité. Voilà. Alors, en plus, il y a des effets assez horribles. Je ne vais pas décrire ça, mais il faut lire le témoignage par exemple, le docteur Shunitiro Ida, des survivants qui ont eu des choses vraiment assez horribles. Voilà. Donc, en fait, ce sont des armes de massacre. Ce pas seulement des armes de destruction massive, ce qu'elles sont d'ailleurs même davantage que par exemple les armes chimiques ou biologiques, qui elles-mêmes ne détruisent pas grand-chose, mais tuent des gens. Alors, les armes nucléaires sont des armes par excellence de destruction massive, et en plus ce sont des armes de massacre, ce sont des armes, bref, qui ne font aucune distinction entre civils et militaires, donc des armes de crime contre l'humanité. Alors, actuellement, il y a 4 types d'armes qui étaient interdites jusqu'à présent. C'était les armes biologiques, les armes chimiques, les bombes à fragmentation et les mines antipersonnelles
qui sont des choses qui peuvent exploser beaucoup plus tard, qui restent dans la nature, dans l'environnement, et qui peuvent tuer parmi beaucoup de civils, évidemment. Voilà. Donc de ce fait, ces 4 types d'armes étaient interdits. Il manquait l'interdiction des armes atomiques, qui a donné lieu à un traité d'interdiction adopté le 7 juillet dernier à New York. Traité qui pose quand même quelques problèmes. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Voilà. Mais malheureusement, ce traité, on peut déjà le dire maintenant, les États nucléaires, qui devraient être au premier chef concernés, ne veulent absolument pas le traité, le signer. Voilà. Donc on en est actuellement avec cette épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de nos têtes, comme le disait déjà John Kennedy en septembre 1961. Et il concluait, il le disait devant l'Assemblée générale de l'ONU le 26 septembre 1961, il faut abolir ces armes de destruction, ces armes atomiques avant qu'elles ne nous abolissent. Et on en est exactement, 56 ou 57 ans plus tard, on en est exactement au même point. Donc c'est quelque chose d'extraordinairement grave. Bien entendu, j'ai pas évoqué, mais ça va de soi, que les effets sur l'environnement, puisque la radioactivité, elle subsiste des décennies, des siècles, et même des millénaires. La demi-vie, par exemple, du plutonium, c'est 24 400 ans. Pour arriver à 1% de radioactivité, il faut multiplier au moins par 10 ou à 0,5%, c'est-à-dire qu'il faut 24 400 ans pour éliminer 99% de la radioactivité du plutonium, qui est, par exemple, non seulement une arme radioactive, mais, enfin, pas une arme, mais un produit radioactif, mais aussi un produit chimique extrêmement dangereux. Un vrai poison. Voilà. D'accord. Donc là, je pense qu'effectivement, vous avez bien montré les dangers qu'il y avait autour de ces armes atomiques et aussi la puissance mortelle qu'elles pourraient avoir. On va effectivement revenir sur le traité juste après. Mais avant, on avait une question pour vous qui est que, là, vous parlez quand même, et vous vous battez quand même sur un sujet qui est un sujet secret défense, qui est extrêmement caché, dont on parle assez peu. Et on sait que la France, au vu du nombre d'habitants qu'on a aujourd'hui dans notre pays et du nombre de réacteurs qu'on a, est le plus nucléarisé en termes civils par rapport au nombre d'habitants qu'il y a aujourd'hui dans le pays. Mais du coup, est-ce que vous pourriez expliciter le lien que vous faites entre nucléaire civil et nucléaire militaire? Oui, bien sûr. Donc en France, on a 58 réacteurs distribués dans 19 centrales. Chacun de ces réacteurs, en fait, est une bombe sale, une bombe radioactive potentielle. Donc ça, c'est une première chose. Du point de vue strictement militaire, je dirais que ce sont aussi des points de faiblesse et des dangers militaires, aussi bien pour les attentats qu'en cas de guerre, évidemment, même sans utiliser une arme atomique, on peut provoquer des dégâts monumentaux et rendre un territoire invivable en s'attaquant à ce genre d'installation nucléaire de base. Le lien entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil, d'abord il faut dire que s'il n'y avait pas eu de nucléaire militaire, il n'y aurait pas de nucléaire civil. C'est lui qui est apparu en premier. On l'a développé pour avoir une arme redoutable. Et ensuite on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette énergie-là de manière plus pacifique. En même moment, c'était l'idée de Atom for Peace, l'atome pour la paix, notamment une campagne développée par le général Eisenhower. C'était aussi une façon de rendre, je dirais, humain, entre guillemets, de rendre utile, positif, si on veut, l'énergie nucléaire. Bon, mais en fait, je dirais que premièrement, c'est absurde parce que l'énergie nucléaire est la façon la plus onéreuse, la plus dangereuse, la plus redoutable qu'on ait trouvée pour faire bouillir de l'eau. Puisque c'est à ça qu'elle sert. Voilà.
Quel lien y a-t-il entre donc le civil et le militaire? Je dirais que c'est le même lien que le cul et la chemise. Ils sont des partisans de l'arme, de l'atome, pardon, qu'ils soient civils ou militaires, s'entendent très bien entre eux parce que, par exemple, le général Ayret disait qu'il avait toujours veillé à ce que le nucléaire civil et le nucléaire militaire marchent de pair. Parce que si on détruisait, enfin si on suspendait l'un, l'autre disparaîtrait aussi. Donc voilà. Et en fait, on peut dire que la chemise civile cache le fondement, pardon, excusez-moi, le fondement militaire. La vraie raison pour laquelle on a toujours, notamment en France, du nucléaire civil, c'est parce qu'il permet de développer ou de conserver le nucléaire militaire. Pourquoi? Parce que d'un point de vue technique, c'est exactement la même chose, qui est le même processus qui est utilisé pour le nucléaire civil et pour le nucléaire militaire. On enrichit de l'uranium naturel, on l'enrichit en uranium 235, qui est l'un des isotopes, qui est fissile, alors que les autres, l'uranium 238 par exemple, ne l'est pas, et on l'enrichit progressivement jusqu'à aller à 3,5%, en gros donc 5 fois, pour que ça serve de combustible dans les centrales. Mais si on continue le processus, eh bien on peut aller jusqu'à 90-95%, et là on a de l'uranium de qualité militaire. Ensuite, quand on fait fonctionner ces centrales, on récupère du plutonium. Et le plutonium, qui n'existe plus à l'état naturel, qui est un produit entièrement artificiel, eh bien, il sert aussi comme matériau fissile pour les bombes. Voilà. C'est pour ça que quand l'Iran voulait développer ses centrales, eh bien, on ne voulait pas parce que on le soupçonnait de vouloir l'arme atomique, ce qui n'est pas un soupçon forcément faux, puisque déjà du temps du Shah, l'Iran voulait avoir sa bombe atomique. Et donc, on voulait l'empêcher de développer ces centrales et surtout son usine d'enrichissement, parce qu'il risquait d'avoir la bombe. Voilà. Mais ce qui vaut pour l'Iran vaut aussi pour le Brésil, par exemple, bien d'autres États, ce qui fait d'ailleurs que le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, le TIS ou le TISEN, qui a été rédigé et adopté, enfin signé par un certain nombre d'États en 1996 et qui n'est toujours pas entré en vigueur. Ce traité d'interdiction complète des essais, il n'est pas entré en vigueur parce qu'il exigeait qu'il y ait 44 pays qui l'aient signé et ratifié. Il en manque encore quelques-uns, dont les États-Unis, et du coup, et pourquoi est-ce qu'ils devaient avoir signé ça? Parce que justement, on les soupçonnait d'avoir la capacité de développer des armes atomiques. Voilà. Bon, ce qu'il faut aussi noter, c'est que le nucléaire civil est dangereux dans la mesure où il peut être utilisé, où il a effectivement été utilisé pour le nucléaire militaire, mais il est aussi dangereux par lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, l'effet tératogène, l'action des matériaux fissiles sur l'ADN des cellules, il est aussi bien développé par les fuites radioactives ou les accidents comme à Tchernobyl ou à Fukushima que par les essais ou l'utilisation d'armes nucléaires. Et donc des enfants monstrueux, on en voit des naissances anormales, etc. On en voit aussi bien du fait des essais militaires que du fait des fuites ou des accidents civils. Ce qui veut dire aussi que, je le disais tout à l'heure, les centrales sont potentiellement des bombes sales. Voilà. Il y a aussi encore autre chose, qui est à la jonction du civil et du militaire, c'est l'utilisation des
des restes du processus d'enrichissement, c'est-à-dire que l'uranium 238, par exemple, qui augmente constamment à mesure qu'on augmente la part d'uranium 235, ça fait des déchets énormes. Et comme on ne sait pas trop quoi en faire, on l'utilise par exemple dans les armes dites à uranium dit appauvri, hein, qui servent de pénétrateurs pour les projectiles, qu'il s'agisse de bombes, de missiles ou d'obus ou de balles. Parce qu'il y a une densité très forte qui fait que ces missiles ou ces balles, ces bombes, ces obus, peuvent pénétrer à travers du béton, des épaisseurs de béton, et bien sûr des parois de tanks, de chars d'assaut, etc. Voilà. Et donc ces armes à uranium appauvri ont fait beaucoup de victimes parmi les soldats, par exemple, ou les enfants qui se trouvaient dans les Balkans, pendant la guerre des Balkans, par exemple, ou en Irak, à Fallujah, par exemple. Voilà. Et dès lors, sur le plan international, quand vous parlez d'un processus de désarmement multilatéral, est-ce que ça concernerait également ces armes à uranium appauvri? Il faudrait, bien sûr. Il faudrait, c'est toutes les armes radioactives qu'il faut interdire et éliminer. Il ne suffit pas de les interdire. Et dans le cadre du récit qui a donc été formulé suite à une conférence de l'Assemblée générale de l'ONU, dont le traité d'interdiction des armes nucléaires, quels sont, à votre sens, les espoirs aujourd'hui d'un désarmement multilatéral et quel est le rôle que la France pourrait y jouer? Je pense que pour aborder ce traité, qui est le dernier en date, ça serait intéressant d'avoir un peu de recul et un petit historique, si vous voulez, des traités qui nous ont amenés notamment à ce traité. En fait, le traité, il y a eu toute une série de traités de réduction, de traités de limitation de l'augmentation des armes nucléaires. Voilà. Et puis, il y a eu un traité qui a amorcé vraiment la décrue réelle, donc la réduction du nombre d'armes, puisqu'on est parti au départ de zéro, puisque les 3 bombes atomiques américaines avaient explosé. La première, c'était à Alamogordo, dans le désert du Nouveau-Mexique, en juillet 1945. C'était une bombe au plutonium, du type de Nagasaki, qu'on avait besoin d'essayer parce que c'était plus complexe que la bombe à l'uranium, qui a été un succès. Ensuite, il y a eu les 2 autres bombes qui ont explosé sur Hiroshima et Nagasaki et qui en fait étaient des expérimentations in vivo. C'était en fait un peu de la science appliquée. Donc il y en avait une à l'uranium, une au plutonium, et il fallait un peu essayer les deux. En fait, on ne va pas m'attarder là-dessus, mais le gouvernement américain savait depuis le 13 juillet 1945, pour avoir écouté et décrypté des échanges entre Tokyo et l'ambassadeur du Japon à Moscou qui n'était pas en guerre contre le Japon, il savait que l'empereur voulait capituler. Et, voilà. Et malgré cela, ils ont posé une sorte d'ultimatum, l'ultimatum de Potsdam, qui était le Japon doit se rendre sans condition. Ce que les Japonais ne pouvaient pas accepter, ils avaient 2 conditions. C'était que la reddition se fasse dans l'honneur et que l'empereur reste sur le trône. Et ils auraient, si on leur avait proposé ça, je pense qu'ils auraient capitulé plus tôt. Mais en fait, il y avait une volonté d'essayer ces armes. On avait dépensé énormément d'argent pour ça. Voilà. Enfin, il y a toute une série de raisons qui sont intervenues. Ce n'est pas tout à fait la seule, celle-là. Et toujours est-il que, après ces 3 explosions, il n'y avait plus aucune bombe nulle part. Mais les Américains en ont
reconstruite. Il y a eu une course entre l'Union soviétique et les Américains, et ça a monté, jusqu'à, je disais tout à l'heure, 70 000 bombes dans le monde. Presque toutes russo, soviéto, américaines. Et puis il y a eu donc en 85, Gorbatchev est arrivé au pouvoir et il a lancé en janvier 86 un mot d'ordre qui était plus aucune arme nucléaire d'ici l'an 2000. Bon, c'était assez inattendu. Moi j'ai entendu ça m'a complètement stupéfié, ça m'a surpris, interrogé. Je me suis dit, est-ce que c'est du lard de cochon, est-ce que c'est de la propagande pseudo-pacifiste, ou est-ce qu'il veut sincèrement, vraiment renoncer à toutes ces armes, ces phallus de puissance, etc. Et j'ai eu très vite la conviction qu'il le voulait vraiment. Et effectivement, il a procédé à ces approches en direction de Reagan, qui à ce moment-là considérait que l'Union soviétique était l'empire du mal. Et en décembre 1987, ça a fini par aboutir au traité de Washington sur les forces nucléaires intermédiaires, c'est-à-dire sur les missiles Pershing 2 et SS-20, qui étaient stationnés en Europe, qui ont tous été éliminés. Donc à partir de ce moment-là, non seulement le nombre d'armes nucléaires a diminué, mais l'ère du temps a changé. Et c'est en définitive, il me semble, c'est en définitive grâce à ce processus de pacification des esprits qu'on a fini par aboutir à la chute du mur de Berlin. Parce que l'état d'esprit n'était plus à envoyer des troupes pour mater l'insurrection, même pacifique, des Tchèques, par exemple, comme ça avait été le cas en 56 et à Budapest, et en 68 à Prague. Voilà. Donc, il y a un processus, un cercle vicieux de l'armement, la course aux armements. Plus il y en a qui s'arment, plus les autres s'arment, etc. Et il y a un cercle vertueux dans le sens inverse, quand on désarme, et en particulier quand on désarme, quand on dit qu'on veut vraiment se débarrasser de ces armes de massacre, eh bien ça enclenche des relations internationales, diplomatiques, humaines, sociales, etc., différentes. Voilà, c'est pour ça que non seulement l'élimination des armes nucléaires est nécessaire, parce que ce sont des armes qui peuvent amener la fin de l'humanité, mais elle est aussi utile et précieuse pour changer notre relation entre États, entre pays, entre peuples, et notre relation aussi avec la nature. Oui. Parce que certains ont défendu à un certain moment la dissuasion nucléaire précisément comme condition de la paix, en disant que ça crée un équilibre qui empêchait les conflits. Alors, c'est pas forcément faux. C'est-à-dire que s'il y avait, par exemple, un seul État qui avait l'arme nucléaire, ça serait peut-être effectivement, ça pourrait être dangereux pour la domination, l'hégémonie de cet État sur les autres. Ça pourrait. Mais la meilleure façon d'avoir un équilibre, c'est de supprimer les deux, toutes les armes. Là, on va vers l'équilibre pacifique. Voilà. Mais c'est vrai que, comme on est dans une situation où les armes sont répandues un peu partout, il faut y aller prudemment. C'est pour ça que on peut certes souhaiter que la France, par exemple, désarme unilatéralement. C'est ce qu'avait fait l'Afrique du Sud à un moment donné. Dans le même discours, il a annoncé que l'Afrique du Sud avait eu des bombes atomiques, 5 ou 6,
qu'elle les avait détruites et qu'elle allait adhérer au traité de non-prolifération. Voilà. Il est probable que la motivation de cet abandon, c'était que les Blancs avaient conscience qu'ils allaient bientôt perdre le pouvoir. Et donc il valait mieux finalement que les Noirs n'aient pas l'amour. Voilà. Et il faut dire que l'Afrique est un continent entièrement dépourvu de bombes. Il y a plusieurs zones exemptes d'armes atomiques. Il y a notamment le continent sud-américain, latino-américain, sud et central, et puis une partie de l'Asie et l'Afrique, le traité de Pelindaba, qui interdisent les armes en Afrique. Voilà. C'est quand même une bonne chose, et il y a beaucoup d'États, de partis qui sont pour l'instant exempts d'armes nucléaires, mais qui pour autant n'échappent pas à ce monde et au risque d'être aussi attaqués. Là, je crois que j'ai dérivé. Non, c'est pas grave, mais tu voulais y aller? Non, vas-y. Donc, vous disiez qu'il faut aller extrêmement prudemment et que la meilleure manière... Vous disiez qu'il faut aller extrêmement prudemment et que la meilleure manière d'aller vers un équilibre entre les pays, c'est d'avoir un désarmement nucléaire total. Et donc, si on en arrive là au traité qui a été... du traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui a été adopté en 2017. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vous en avez déjà dit un mot tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez aller plus loin sur ses forces, ses faiblesses? Est-ce que ça va permettre et faire évoluer des choses ou non? Alors, d'accord. Mais je pense qu'il faudrait resituer ce traité dans un historique. Le précédent traité qui s'occupait des armes nucléaires, c'était, à part ces traités de désarmement dont j'ai évoqué, le traité de Washington de décembre 1987, mais il y en a eu d'autres ensuite, qui expliquent donc la décrue des armes. Mais il y avait aussi le traité de non-prolifération, ou si vous préférez le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP. Ce traité a été rédigé en 1968 et adopté par 3 États nucléaires de l'époque, les États-Unis d'Amérique, la Russie, le Royaume-Uni. Et il est entré en vigueur en 1970, à partir du moment où 40 autres États l'ont signé. Il y avait déjà à l'époque 2 autres puissances nucléaires qui n'étaient pas parties à ce traité, c'était la France et la Chine. La France qui donc a fait son premier essai en 1960 et la Chine un peu plus tard. Et donc les deux en question étaient concernés par le traité dans la mesure où ils considéraient que les États dotés d'armes nucléaires, c'était ceux qui avaient fait un essai avant le 1er janvier 1967. Voilà. Mais la France ne s'est pas considérée concernée par ça, a continué ses essais et a gardé ses armes, bien sûr. La Chine, même chose. Et ce n'est qu'en 1992 que ces 2 États ont rejoint le traité. Il se trouve que les 5, les 3 d'origine, plus la France et la Chine, sont des États membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a 15 membres, il y en a 5 qui sont permanents et 10 qui tournent en rotation. Mais il n'y a pas de lien entre le fait de posséder l'arme atomique et le fait d'être un membre permanent du Conseil de sécurité, puisque de toute façon ces membres permanents étaient convenus après 1945, au moment de la création de l'ONU, simplement parce que c'était les vainqueurs
ils ont été considérés comme vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est ça le motif pour ça. Et en plus, il n'y en avait qu'un qui, à l'époque, avait l'arme, c'était les États-Unis. Voilà. Donc il ne faut pas attribuer un lien quelconque entre ça et entre ces deux aspects. Voilà. Donc, le TNP finalement est devenu un traité quasiment universel. Il n'y a que 4 États actuellement qui n'en font pas partie, 3 qui n'y ont jamais adhéré, c'est-à-dire l'Israël, l'Inde et le Pakistan, et un qui a adhéré, la Corée du Nord, et qui, en 2002, est sorti du traité après en avoir profité pour se créer sa bombe. C'est-à-dire que grâce aux aides technologiques des États nucléaires, qui sont tenus en quelque sorte de fournir leur technologie aux autres États, et qui ne demandent pas mieux d'ailleurs, la Corée du Nord a créé un centre d'expérimentation, enfin un réacteur de recherche, qui lui a fourni du plutonium, et avec ce plutonium, elle s'est fabriqué des bombes, et quand elle en a eu assez, eh bien, elle a dit bye-bye au TNP. Voilà. Et ce n'était pas prévu qu'on ne puisse pas en sortir. Et donc, voilà, il y a 4 États qui sont hors TNP, qui, donc officiellement, d'après le TNP, ne sont pas des États, c'est-à-dire des États dotés d'armes nucléaires, mais qui, dans les faits, en sont. Voilà. Donc ces 9 États, ça veut dire qu'il y a 9 personnes dans le monde, parce qu'en fait, c'est toujours un bonhomme, un individu en dernière instance qui prend la décision, même s'il consulte d'autres personnes. Donc il y a une dizaine de chefs d'État dans le monde qui peuvent provoquer la destruction de l'humanité. Ça, c'est un bel exemple de structure démocratique. La France est dans le même cas, et je trouve assez extraordinaire que dans notre pays, qui se vante d'être la patrie des droits de l'homme, on puisse fonder sa sécurité sur la menace de provoquer un crime contre l'humanité, d'une part, et d'autre part qu'on confie ça à un seul homme, ça pourrait être une femme d'ailleurs, c'est hallucinant, quoi. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir absolu de la monarchie du roi Soleil. Enfin, c'est vraiment dément, quoi. Et je ne comprends pas qu'on ne s'insurge pas contre ça. Donc, j'en reviens au TNP. Il est rédigé en 68, en 70, il entre en vigueur. En 92, la France et la Chine le rejoignent, et c'est un effet indirect, en fait, de la guerre du Golfe, parce que c'est à ce moment-là que Mitterrand a compris qu'il fallait rejoindre ça, parce que c'est en fait à cause de la volonté de Saddam Hussein d'essayer d'avoir la bombe atomique qu'on lui a fait la guerre. Parce qu'il était prêt à se retirer du Koweït dès le mois d'août 90, et il fallait qu'on aille jusqu'au bout pour détruire ses ambitions. Toujours est-il que, donc en 92, les 5 États nucléaires de sécurité signent le TNP, et en 95, 25 ans après son entrée en vigueur, il y a une assemblée générale plénière. Comme tous les 5 ans, il y avait des conférences d'examen qui se réunissent pour savoir si on doit proroger le traité pour 5 ans ou pour plus de 10 ans, ou le proroger indéfiniment, ce qui a été finalement décidé. Le problème, c'est qu'entre 1995 et 2015, par exemple, pas une fois les États nucléaires se sont réunis pour faire leur part du marché, du bargain, du deal, qui était de négocier l'élimination de leurs arsenaux. Parce qu'en fait, le TNP repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la non-prolifération des armes nucléaires. Les États non nucléaires s'engagent à ne jamais se procurer d'armes. Le deuxième pilier, c'est l'engagement des États nucléaires de faire profiter les États non nucléaires de leur technologie nucléaire à des fins pacifiques, civiles. Ce qui est assez curieux, c'est assez marrant, enfin,
Ce qui est assez curieux, c'est que l'article 5, par exemple, prévoit parmi les contributions technologiques de leur fournir des explosifs nucléaires. Oui, oui. Et d'ailleurs, effectivement, en Union soviétique, par exemple, on a creusé des canaux, on a prétendu creuser des canaux avec des explosions nucléaires. Et en 1974, l'Inde a fait une explosion nucléaire sous couvert d'une utilisation civile. En réalité, bon, c'était sans doute le précurseur des essais de 98. Donc, l'Inde et le Pakistan, au printemps 98, ont fait leurs essais. Ils sont devenus des États nucléaires. Alors que l'Afrique du Sud avait renoncé à ses armes elle-même. Donc ça n'a pas eu d'effet d'exemplarité. Voilà. Donc, entre 1995 et 2015, aucun progrès, s'il y avait quand même une réduction des armements, mais aucune négociation pour aller vraiment vers l'élimination complète. Les États non nucléaires en ont eu assez d'être un peu les dadans de la farce, quoi. Et parallèlement, du côté des ONG, il y a eu la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, ICAN, qui est partie de médecins australiens et qui a très vite débouché. Bon, en France, dès 2007, plusieurs associations se sont engagées dans cette campagne internationale, dont la nôtre, dont la CDN, mais d'autres aussi. Et puis, ça a dépassé plus de 400 ONG dans le monde, dans une centaine de pays qui ont travaillé dans ce sens-là. Et en même temps, du côté des États non nucléaires, il y avait une volonté de faire progresser le schmilblick. Et d'une part, il y a eu des tentatives de la part d'États non alignés d'aller vers une convention d'élimination. Et puis, en 2013 et 2014, il y a eu 3 conférences qui se sont tenues sur l'impact humanitaire. Alors, humanitaire entre guillemets, hein, c'est humanitarian, c'est un anglicisme, mais c'est pas très humanitaire à notre sens français, quoi. L'impact inhumain, on va dire plutôt comme ça, l'impact sur l'humanité, si vous voulez, des armes nucléaires. Il y en a eu une, donc la première à Oslo, la seconde à Nayarit au Mexique en 2014, et la troisième également en 2014 à Vienne en Autriche. Alors, on avait finalement fait le tour des effets catastrophiques de ces armes, et à la fin de la conférence de Vienne, l'Autriche a pris ce qu'elle a appelé l'engagement de l'Autriche. Elle ne pouvait pas, en tant qu'organisatrice de cette conférence, prendre une position, s'engager comme résultat de cette conférence. Mais elle pouvait, à titre personnel, prendre un engagement de continuer le travail pour aller vers l'élimination des armes. Et donc cet engagement de l'Autriche est devenu l'engagement humanitaire. C'est-à-dire qu'en 2015, à la conférence d'examen quinquennale du TNP à New York, il n'y a eu aucun accord final. D'habitude, il y a toujours une déclaration, voilà. Et les États en ont eu assez de ce piétinement, cet échec des États nucléaires. Et plus de 100 d'entre eux ont signé un engagement humanitaire, donc de poursuivre ça. Et à l'AG, l'Assemblée Générale suivante de l'ONU, donc à l'automne 2015, il y a eu une résolution, une motion qui a été proposée, qui a été très largement adoptée, peut-être 120 et quelques votes en faveur, qui décidait de rassembler, de convoquer en 2016 un Open-Ended Working Group, OEWG, c'est-à-dire un
groupe de travail spécial à composition non limitée, c'est-à-dire en fait ouvert à tous les États, tous les gouvernements, mais aussi ouvert aux ONG. Donc ce groupe de travail s'est effectivement réuni en mars et en août 2016, et finalement le 19 août 2016, il a adopté une recommandation pour l'Assemblée générale suivante de l'ONU de convoquer en 2017 des négociations pour un traité d'interdiction des armes nucléaires. Voilà. Donc ces négociations se sont tenues effectivement en mars et en juillet, du 15 juin au 7 juillet, et en mars, une semaine seulement, fin mars, se sont tenus à New York, à l'ONU, et comme c'était prévu, ont abouti donc à ce traité d'interdiction qui a été adopté le 7 juillet 2017 par 122 pour, 1 contre et une abstention. Voilà l'historique de ce traité. Alors ensuite, on peut s'interroger sur ce qu'on peut en faire, quoi. Donc c'est un traité qui entre en conflit avec le traité de non-prolifération, si on veut, d'une certaine façon. Alors non, surtout pas. Il ne voulait surtout pas entrer en conflit parce que c'était une accusation des États nucléaires de dire oui, ça va mettre en fragilité, fragiliser le TNP, qui est, alors c'est la formule classique, la pierre angulaire du régime de non-prolifération et de désarmement. Ça, c'est le truc officiel. En réalité, le TNP, c'est une manière que les États nucléaires ont trouvé de fermer la porte du club derrière eux, d'empêcher d'autres États de se procurer l'arme nucléaire. Ce n'est pas un hasard si ce sont les trois principaux États nucléaires de l'époque qui ont vu ça, hein, et qui reposait sur l'histoire des 3 piliers, sur un deal, un contrat avec, pour les États non nucléaires, l'engagement la promesse de pouvoir accéder aux usages pacifiques civils du nucléaire sans se procurer la bombe. L'engagement des États nucléaires, c'était à la fois de leur fournir cette technologie et de négocier l'élimination de leurs arsenaux. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des États qui puissent et d'autres pas. Hein, voilà. Donc sauf qu'ils n'ont jamais tenu parole. Voilà. Et donc ils se réfugient un peu derrière ce TNP pour dire qu'ils ne veulent pas, en aucun cas, signer le traité d'interdiction. Et ce qui est quand même intéressant à voir, c'est qu'il y a eu un vote où l'Inde, le Pakistan et la Chine, ils ne se sont pas opposés, ils n'ont pas voté contre la résolution L41 qui convoquait la convention, les négociations. Voilà. Donc ils étaient ouverts. Et alors le plus surprenant, c'est que la Corée du Nord a voté pour. Elle a voté pour, c'est une sorte de pied de nez aux autres États nucléaires, là, les principaux, surtout les États-Unis, qui l'accusaient de proliférer, etc. Bon, d'accord, réunissez-vous, on va renoncer à nos armes. Alors voilà. Donc il y avait une possibilité, mais c'était sans compter sans la France, qui a rameuté d'une part ces États clients un peu, sur lesquels elle a une certaine influence, et qui a aussi rameuté les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et quand la conférence de négociation sur le traité d'interdiction s'est réunie en mars, je crois que c'était le 26 ou 27 mars, je ne sais plus, 2017, le même jour, dans le hall d'entrée de l'ONU, il tenait une conférence de presse
pour expliquer qu'ils ne participeraient pas aux négociations. Ils ont donné leurs arguments et qu'ils ne seraient jamais concernés par ces négociations. Donc ça, c'était en mars. Et le 7 juillet, le jour même où les autres États non nucléaires adoptaient ce traité, il publiait un communiqué que je pourrais vous lire, c'est peut-être un petit peu long, mais c'est vraiment très instructif. Où il disait, en substance, qu'il ne signerait jamais ce traité. Donc si la France changeait sa position internationale, ça pourrait aussi, tout de même, vu l'impact qu'elle a eu par rapport à ce traité, ça pourrait aussi changer considérablement les choses. Exactement. Sauf que, alors, maintenant, si vous voulez, on va analyser le traité, le TIAN, le traité d'interdiction des armes nucléaires, donc on peut appeler TIAN, est donc le résultat d'une convergence entre l'action d'ONG du monde entier et l'action d'un certain nombre d'États, dont plusieurs États en pointe, comme par exemple l'Autriche, bien sûr, le Mexique, l'Afrique du Sud, entre autres. Voilà. Donc cette convergence qui aboutit au traité. Le contenu. Eh bien, il y a du positif, évidemment. D'abord, le fait que pour la première fois, les armes nucléaires sont interdites, au même titre que les armes chimiques et biologiques. Ensuite, le fait que cette interdiction est globale, totale, à première vue. C'est-à-dire que sont interdits la possession, l'hébergement, la fabrication, le transfert, l'utilisation des armes atomiques et même la menace d'utilisation, c'est-à-dire donc une condamnation de la théorie, de la stratégie de dissuasion nucléaire. Et cette interdiction est irréversible. Et l'interdiction qui porte sur l'emploi ou la menace d'emploi est valable quelles que soient les circonstances. Voilà. Ça, c'est les aspects positifs, à première vue, je dis bien, du traité. Mais il y a quand même malheureusement des aspects moins favorables. D'abord, le fait que le traité, je dis d'abord, parce que chronologiquement dans le développé du traité, ça vient au début, mais c'est peut-être quand même pas le plus important. Mais d'abord, le traité fait en quelque sorte allégeance au TNP. Alors, il y a une bonne allégeance, je dirais. C'est-à-dire que dans le préambule, il y a 24 paragraphes. Il y en a un qui dit que le traité d'interdiction réaffirme qu'il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace. En fait, ça, c'est la reprise presque textuelle d'une part, l'article 6 du TNP, que j'avais l'intention de vous lire, bon, l'article 6 du TNP, et de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 8 juillet 1996. Alors ça, c'est bien. Sauf que ensuite, le traité d'interdiction, dans son préambule, réaffirme également que la mise en œuvre intégrale et effective du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, pierre angulaire du régime de non-prolifération et de désarmement nucléaire, est indispensable pour favoriser la paix et la sécurité internationale. Alors, la mise en œuvre intégrale et effective du traité, du TNP, ça veut dire effectivement que les États nucléaires doivent remplir leurs obligations. Mais ça veut dire aussi qu'on conserve l'encouragement au développement du nucléaire civil. Oui. Voilà. Et en plus, dire que le TNP est la pierre angulaire du régime de non-prolifération, soit,
mais aussi de désarmement nucléaire, c'est une contre-vérité historique. Puisque, d'une part, le TNP, certes, a peut-être freiné, c'est possible, a freiné la prolifération, mais en même temps, il n'a pas empêché l'Inde, le Pakistan et Israël, en premier d'ailleurs, à se procurer leurs armes. Non seulement il n'a pas empêché la Corée du Nord de se procurer la sienne, mais en plus il le lui a permis, technologiquement. Voilà. Donc il est loin d'avoir rempli son engagement du point de vue de la non-prolifération, tout son engagement. Et il est encore plus loin d'avoir servi à désarmer. En fait, les armements qui ont eu lieu, ça a été essentiellement le résultat de traités bilatéraux entre les États-Unis et la Russie ou l'Union soviétique. Voilà. Donc voilà, il a trompé d'une certaine manière les États non nucléaires pendant des décennies. Et malgré ça, on lui en rend hommage en disant que c'est une pierre angulaire. Bon. Et puis enfin, le paragraphe 21 souligne qu'aucune disposition du présent traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de tous les États parties de développer la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination. Donc, demander à la France de signer ça, c'est déjà un peu fâcheux, parce que, très fâcheux même, parce que c'est reconnaître que l'énergie nucléaire est une bonne chose, et c'est la sacraliser, c'est la sanctuariser en quelque sorte. Première insuffisance, enfin première, qui passe difficilement. Bon, il y a des anti-nucléaires militaires qui s'entendent très bien, à qui le nucléaire civil convient très bien. Donc ceux-là, ça ne les dérange pas. Mais il y a la suite. Alors le deuxième problème, c'est que le traité d'interdiction évoque les multiples aspects catastrophiques de l'utilisation des armes nucléaires. Bon, là, il n'y a pas de discussion, c'est très bien. Mais il ne dit pas, ce qui est le pire de tout, c'est que ce sont des armes de massacre. Il ne parle pas des victimes des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, il parle seulement des survivants, pour reconnaître que les Hibakusha ont un droit d'être indemnisés, d'avoir une compensation, hein, les Hibakusha et les victimes indirectes des essais militaires atomiques. Hein. Ça, c'est reconnu. Mais il ne dit rien du fait que ce sont... ce qui fait qu'on ne peut pas accepter ces armes-là, c'est que ce sont des armes de massacre et des armes de crime contre l'humanité. S'il avait utilisé cette expression « arme de crime contre l'humanité », du coup, la Cour internationale de justice, si elle était à nouveau questionnée pour savoir si il est illicite dans tous les cas, en toutes circonstances, d'utiliser des armes nucléaires, elle serait tenue de se prononcer pour l'illicéité de ces armes et de leur emploi. Ce qui n'était pas le cas en 1996, parce qu'elle s'est bien, référée au droit humanitaire, et elle a bien souligné que que les armes nucléaires sont contraires, l'emploi d'armes nucléaires serait généralement contraire au droit humanitaire, à la charte de l'ONU, à tout ce qu'on veut, généralement. Mais, alors je vais rechercher ça, il faut que je vous dise ça, parce que... donc, au point E de sa conclusion, la Cour de son avis consultatif donné le 8 juillet 1996 à l'ONU, donc dans sa conclusion, la Cour internationale de justice, point E, dit ceci: par 7 voix contre 7, par la voix prépondérante du président, il ressort des exigences susmentionnées que la menace ou l'emploi
d'armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit international applicables dans les conflits armés et spécialement aux principes et règles du droit humanitaire. Au vu de l'état actuel du droit international, ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, la Cour ne peut cependant conclure de façon définitive que la menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait licite ou illicite dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d'un État serait en cause. Ce qui veut donc dire que la Cour internationale de justice ne se prononce pas, dit il n'y a pas le droit ne peut pas nous affirmer que en aucun cas, même dans le cas où la survie d'un État, les intérêts suprêmes d'un État seraient menacés, dans ce cas-là, il est également interdit d'employer l'arme nucléaire. Alors du coup, ça veut dire que les partisans de la théorie de la dissuasion sont fondés à affirmer qu'il faut qu'ils gardent leurs armes, puisqu'ils n'ont pas l'intention d'attaquer les autres, mais seulement d'utiliser leurs armes si jamais ils sont attaqués. Voilà. Alors, maintenant, si on rapproche ça, cette fois de l'article 17 du traité d'interdiction, qui interdit tout, qui dit que chaque État partie, alors c'est l'article 1er, chaque État partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance, mettre au point, mettre à l'essai, produire, fabriquer, acquérir de quelque manière, posséder ou stocker des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires, et transférer, accepter de recevoir, employer ni menacer d'employer des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires. Eh bien, à l'article 17, article durée et retrait, il y a 3 paragraphes. Premier paragraphe, le présent traité a une durée limitée. Okay. Deuxième paragraphe, chaque État partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de se retirer du présent traité s'il décide que des événements extraordinaires en rapport avec l'objet du présent traité ont compromis les intérêts suprêmes de son pays. Il doit alors notifier ce retrait au dépositaire, c'est-à-dire, c'est le secrétaire général de l'ONU. Ladite notification doit contenir un exposé des événements extraordinaires dont l'État en question considère qu'ils ont compromis ses intérêts suprêmes. Voilà, un exposé, mais qui n'est même pas discuté, même pas contestable. Il suffit de ça. Et troisième paragraphe, le retrait ne prend effet que 12 mois après réception de la notification du retrait par le dépositaire. Donc, un délai d'1 an, et vous pouvez récupérer vos armes, vous pouvez même les utiliser, etc. À une exception près, tout de même, si toutefois, à l'expiration de cette période de 12 mois, l'État parti qui se retire est parti à un conflit armé. Il reste lié par les obligations résultant du présent traité et de tout protocole additionnel jusqu'à ce qu'il ne soit plus parti à aucun conflit armé. Autrement dit, si l'État est en conflit au moment où il se retire, il n'a pas le droit d'utiliser ses armes, ni même de menacer de les utiliser. Mais s'il entre en conflit 8 jours après, c'est bon. Voilà. Donc là, il y a une énorme contradiction qui n'était pas du tout obligatoire, car il n'était pas du tout obligatoire d'avoir un article de retrait. Et au contraire, il existe une convention sur les traités qui dit que si un traité ne contient pas de prévision éventuelle, de circonstances de retrait, l'appartenance, l'adhésion au traité est indéfinie et limitée. Alors, il y a encore un point qui est fâcheux dans ce traité, c'est que, certes, il évoque à plusieurs reprises
la nécessité de continuer vers une élimination des armes existantes. Mais il ne prévoit aucune modalité quelconque particulière pour les États nucléaires pour qu'ils se rencontrent. Il n'y a pas de lien entre l'interdiction et l'élimination des armes dans le traité. Et le seul processus que le traité prévoit, c'est un désarmement unilatéral. Donc les États nucléaires qui voudraient désarmer ont le choix entre deux procédures. Soit ils éliminent d'eux-mêmes leurs armes existantes, leurs installations de production, etc., etc. Ils font constater qu'ils ont tout éliminé et ils adhèrent au traité. Soit ils font l'inverse, ils adhèrent au traité, ils le signent, mais ils s'engagent à un certain processus de destruction, d'élimination de leurs installations et de leurs bombes. Mais dans les deux cas, il n'est pas question de ce que font les autres. Il n'est pas question de convenir ensemble de l'élimination. Or, les 9 États nucléaires ne veulent surtout pas de ça. Il y en a certains qui seraient peut-être prêts à éliminer leurs armes, mais, et c'est en tout cas le cas de la France, on n'est pas sûr qu'elle soit prête à éliminer ses armes d'ailleurs, parce qu'elle n'a jamais dit, alors qu'au moins Obama a dit, oui, c'est vrai, les États-Unis sont tenus d'éliminer leurs arsenaux complètement. Ça n'a pas donné de grands résultats, mais au moins il a dit ça. La France, jamais aucun président de la République, ni chef de gouvernement, n'a dit oui, la France veut éliminer ses armes nucléaires, mais peut-être qu'on veut aussi que les autres éliminent en même temps. Voilà. Donc, si vous voulez, que faire de ce traité? Certes, il met à l'ordre du jour la nécessité de se débarrasser des armes nucléaires. Donc de ce point de vue-là, c'est important par rapport à l'opinion publique internationale et aussi par rapport aux États nucléaires qui se sentent un peu plus mal à l'aise, disons. Mais dans les faits, les seuls qui vont signer ce traité, ce sera les États non nucléaires. Les États nucléaires ne le signeront pas, or c'est eux qui représentent le principal danger. C'est eux qui ont les armes. Voilà. Donc les 15 ou 16 000 armes, elles vont continuer à exister. Et pour ce qui est de la France, si on demande que la France signe le traité, eh bien on se condamne à une fin de non-recevoir jusqu'au prochain changement de président, au moins. Puisque le gouvernement actuel ne veut absolument pas, et le président non plus, ne veut absolument pas signer ce traité. Voilà. Voilà le communiqué commun de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis, paru le jour même où les États non nucléaires, 122 d'entre eux du moins, votaient pour le traité. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis n'ont pas pris part à la négociation du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Nous n'avons pas l'intention de le signer, de le ratifier, ni de jamais en devenir partie. Par conséquent, il n'y aura aucun changement dans les obligations de nos pays en matière d'armes nucléaires. Par exemple, nous n'accepterions aucune revendication basée sur ce traité, ni aucune modification du droit coutumier international qu'il prétendrait développer. Il est important de noter que les autres États possédant des armes nucléaires, et presque tous ceux qui se fient à la dissuasion nucléaire, n'ont pas pris part non plus aux négociations. Cette initiative méconnaît clairement les réalités du contexte sécuritaire international. L'adhésion au traité d'interdiction est incompatible avec la politique de dissuasion nucléaire qui a été essentielle pour préserver la paix en Europe et en Asie du Nord depuis plus de 70 ans. Une prétendue interdiction des armes nucléaires qui ne tient aucun compte des problèmes de sécurité qui continuent à rendre nécessaire la dissuasion nucléaire ne peut aboutir à l'élimination
d'une seule arme nucléaire et n'améliorera la sécurité d'aucun pays, ni la paix et la sécurité internationale. Elle fera l'exact contraire, etc. Voilà. Donc, Emmanuel Macron, notre président actuel, peu de temps après son élection, est allé se faire énitroyer sur le sous-marin nucléaire lanceur d'attaque, lanceur d'engin, pardon, le Terrible. Ensuite, peu après, il est allé sur la base d'Istres, qui est une base nucléaire, d'avions porteurs de missiles nucléaires. Ensuite, il a encore dit que c'était, comme ses prédécesseurs, sans exception, quelle que soit leur couleur politique, que c'était nécessaire pour notre sécurité, que c'était notre fameuse assurance vie, c'est-à-dire assurance décès, quoi. On a dit que l'assurance vie, elle fonctionne quand on est mort. Ouais, voilà. Le budget va augmenter, le budget non seulement le budget militaire dans son ensemble, mais le budget de la force de frappe. Il est prévu qu'il passe de 4 à 6 milliards d'euros par an pour sa modernisation, pour renouveler les armements, sans compter l'entretien, etc. Donc voilà, on n'est pas du tout dans l'optique de désarmer. Donc, politiquement... Peut-être pour conclure, quels horizons, quelles pistes peut-on se fixer, sachant que nous, à la France Insoumise, dans notre programme, on veut relancer le processus de désarmement multilatéral? Bon, eh bien, je crois qu'effectivement, avant de demander à la France de signer un traité de désarmement unilatéral, on pourrait déjà, qu'elle n'a pas signé, qu'elle n'a pas l'intention de signer, on pourrait déjà lui demander d'accomplir l'engagement qu'elle a pris depuis 1992, de négocier avec les autres États l'élimination de leurs armes, ces armes et les leurs. Donc on peut exiger ça on peut l'exiger. Sauf que on peut se douter qu'elle va continuer à traîner les pieds avec la complicité des autres. Même à la limite, elle sert d'alibi plus ou moins, enfin de bouclier, quoi, pour de cache-sexe, je sais pas, bon, mais bref, voilà. Alors comment ? Eh bien, il faut forcer la main au pouvoir existant. Et qui peut forcer la main? Le peuple. Il n'y a pas d'autre solution que le peuple. Or, il se trouve que justement, le peuple français, les citoyens français, à 3 contre 1, c'est-à-dire les 3/4 des Français, sont pour l'élimination complète des armes nucléaires. Ils sont pour un monde sans armes, y compris françaises. Eh bien, il n'y a qu'à leur demander leur avis. Et il existe un processus, une procédure possible, techniquement et politiquement possible, pour avoir ce référendum. C'est le référendum d'initiative partagée, qui existe depuis la Constitution, la réforme de la Constitution de 2008. C'est le président Sarkozy qui a introduit ça, entre parenthèses. Donc c'est non seulement le référendum peut être décidé par une initiative présidentielle, mais ça peut être aussi une initiative maintenant parlementaire. Donc il faut qu'il y ait 20% du Parlement, ce qui fait, avec 577 députés actuellement, et puis je ne sais plus combien de sénateurs, au total ça fait 825 parlementaires, il en faut 20%, ça fait 185. On a tenté, l'Action des citoyens pour le désarmement nucléaire a tenté l'opération sur le précédent quinquennat, à la fin malheureusement, avec l'appui notamment de la députée de Saintes, de Charente-Maritime, Catherine Quiré, que je tiens à nommer et à saluer là parce qu'elle a fait un travail formidable auprès de ses collègues. Grâce à elle, on a collecté quand même les signatures de 104 députés et 22 sénateurs. Voilà. Et malheureusement, c'était vers la fin du quinquennat, enfin sur un an, un peu plus d'1 an, 15 mois disons, et on a été pris à la gorge par les élections présidentielles et législatives. Donc on n'a pas eu les 185. Par contre, si on avait eu ces 187 signatures, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, même s'il fait partie de la majorité macroniste ou macronienne,
serait tenu, depuis le 1er août, il aurait été tenu de procéder à la collecte, au recueil des soutiens citoyens. Il faut 10% des électeurs inscrits, ce qui fait environ même un peu plus de 4,5 millions de citoyens. Mais la collecte peut se faire par Internet. On peut apporter son soutien sur son propre ordinateur depuis chez soi. Évidemment, il y a des précautions, enfin des garanties qu'il faut indiquer pour qu'on ne puisse pas voter 2 fois, hein, qu'on soit effectivement inscrit sur les listes. Mais même les gens qui n'ont pas d'Internet, d'accès à Internet, peuvent voter en allant à la mairie, soit de leur ville, si c'est une moyenne, petite importance, si de très petite importance à celle du canton. Donc il y a un fonctionnaire qui est chargé de recueillir les soutiens et de les envoyer par Internet. Voilà. Donc si vous voulez, on a une possibilité formidable de faire une campagne sans attendre 2022, dès maintenant, de faire une campagne pour un référendum. Alors quelle question? C'est là, c'est évidemment très important, parce que si c'est voulez-vous qu'on signe, que la France s'interdise ses armes, mais laisse M. Poutine, M. Trump et M. Kim Jong-un garder les siennes, le résultat ne serait peut-être pas le même. Donc on avait formulé une question qui était destinée à permettre que la France participe effectivement pour... même non seulement permettre, mais obliger la France à participer aux négociations du traité d'interdiction. Et je pense que si elle y avait participé, ça n'aurait pas été forcément le même résultat. Elle et puis d'autres, hein, bien sûr, d'autres États nucléaires. Donc la question qu'on avait formulée, elle est toujours valable. Et donc on peut continuer là-dessus, c'est voulez-vous que la France négocie et ratifie un traité d'interdiction et d'élimination complète des armes nucléaires sous un contrôle mutuel et international strict et efficace. Et bien sur cette question-là, d'après l'IFOP, en octobre 2015, les choses peuvent avoir un peu évolué bien sûr, mais il y avait quand même 74% des Français qui auraient répondu oui. Et, chose très intéressante, parce qu'on avait posé une deuxième question, si un référendum d'initiative parlementaire était mis en marche, seriez-vous prêt à lui apporter son soutien? Alors c'était expliqué qu'il fallait qu'il y ait 20%, 10%, etc. Sur la question à laquelle vous venez de répondre, seriez-vous prêt à apporter votre soutien citoyen? Réponse oui, certainement, 27%, oui, probablement, 47%, total 74%. Voyez. Or il faut 10%. Donc je dis c'est tout à fait faisable. À mon avis, il est plus facile d'obtenir 10% de Français qui soutiennent une obligation pour la France de négocier l'élimination de toutes les armes que d'obtenir 20% de soutien parlementaire. Mais c'est possible parce qu'il faut bien comprendre qu'on s'adresse aux personnes, qu'on s'adresse à la conscience des députés et des sénateurs. Et que parmi les gens qui avaient signé la précédente proposition parlementaire de loi, il y avait beaucoup de gens qui appartenaient à la majorité de l'époque, beaucoup, et qui donc ont accepté de se mettre en contradiction avec la politique officielle. Voilà. Tu avais une autre question? Eh ben, merci beaucoup et puis merci pour toutes ces explications qui, je pense, aussi contribuent à justement faire prendre conscience à tous les citoyens et les citoyennes du danger et puis de la nécessité de sortir de ce nucléaire militaire. La France insoumise participera évidemment, s'il y a une initiative de ce type, à signer cette proposition pour le référendum d'initiative partagée. Et je vous remercie chaleureusement pour ces explications qui donc serviront aussi à diffuser largement cet argumentaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.